3 ans. 3 ans sans un seul message, sans un seul appel. Et puis une enveloppe arrive dans ma boîte aux lettres, un mardi matin ordinaire, et quelque chose en moi s'arrête net. Mon père. L'écriture sur le devant, je l'aurais reconnu entre mille. Mes mains ont commencé à trembler avant même que j'ai eu le temps de comprendre pourquoi. Et juste au moment où j'allais l'ouvrir, mon grand-père Henri m'a attrapé le poignet. Il m'a regardé d'une façon que je n'avais jamais vue chez lui. N'ouvre pas ça. Pas encore. J'ai grandi dans une maison où les apparences valaient plus que n'importe quelle vérité. De l'extérieur, on ressemblait à une famille comme il faut. Un père travailleur, une fille qui réussissait à l'école, un nom respecté dans le quartier. Mais sous les dîners bien dressés et les photos encadrées dans l'entrée, il y avait une tension sourde, constante, que personne ne nommait jamais. L'approbation de mon père. C'était comme une monnaie que je n'arrivais pas à gagner, peu importe ce que je faisais. Je me souviens encore de l'odeur de sueur dans le garage, de ses mains calleuses qui transformaient un bout de bois en quelque chose d'utile. Il souriait fièrement quand j'essayais le vélo qu'il avait fabriqué lui-même. Ce sourire, je l'ai cherché pendant des années. Et puis j'ai fait le choix qu'il n'a jamais pardonné. J'ai quitté sa voie, son entreprise, sa vision de ce que ma vie devait être. Le jour où je suis partie, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il s'est simplement tu. Ce silence a duré 3 ans. 3 ans sans un mot, sans même un message d'anniversaire. Juste un vide qui me suivait partout. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille, dites-le moi en commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas seule. Mon appartement à Paris était tout ce qu'il méprisait. Moderne, épuré, rempli des preuves de mon ambition à moi. Des étagères avec des récompenses, un téléphone qui sonnait pour des contrats que je signais seule, un monde que j'avais construit sans lui. Les gens autour de moi admiraient ce que j'avais accompli. Mais la nuit, quand les lumières de la ville traversaient mes rideaux, ce que je voulais, c'était juste entendre sa voix dire « Camille, je suis fière de toi. » Rien d'autre. Mon grand-père Henri, lui, c'était autre chose. Pas le genre de grand-père doux et chaleureux qu'on imagine dans les livres pour enfants. Il était tranchant, autoritaire, un homme qui avait construit quelque chose d'immense à force d'instinct et de discipline. Mais lui, il voyait en moi ce que mon père refusait de voir. Quand j'avais choisi ma propre voie, Henri m'avait soutenue. Il avait investi dans mon projet, m'avait guidée, m'avait fait croire que l'indépendance n'était pas une trahison. Pourtant, même lui ne pouvait pas combler ce vide que mon père avait laissé. Les dimanches calmes, il m'arrivait de composer le numéro de papa, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, avant de reposer le téléphone sans appuyer. Chaque fête de famille avait ce goût d'inachevé, comme une chaise vide autour d'une table dont personne ne voulait parler. J'étais entourée de réussite, et pourtant plus seule que jamais. C'est pour ça que quand l'enveloppe blanche est apparue sur ma table basse, quelque chose en moi s'est presque brisé. L'écriture était familière, l'adresse de retour impossible à confondre. Pendant un instant fragile, j'ai cru que le silence était peut-être terminé, que lui aussi avait mesuré ce que cette distance nous avait coûté à tous les deux. J'ai effleuré les lettres de mon prénom du bout du doigt, la courbe du P de papa, et j'ai senti des années d'excuses jamais dites peser contre ma poitrine. Je me disais, c'est ça, c'est le moment que j'attendais. Puis l'ombre d'Henri est tombée sur la table. Sa voix était basse, posée, ce ton qu'il réservait aux réunions quand il s'apprêtait à démonter un argument. Il a dit de ne pas l'ouvrir, pas encore. Je me suis figée, les doigts encore sur le rabat. L'air de l'appartement a changé d'un coup, l'espoir électrique remplacé par quelque chose de plus froid. Henri s'est penché, ses yeux passant sur l'enveloppe avec cette précision que je lui connaissais pour lire les contrats. J'ai murmuré que c'était son écriture, presque sur la défensive, presque comme une enfant. La boîte postale, c'est la sienne. Il se souvient de moi. Henri n'a pas répondu tout de suite. Il a soulevé l'enveloppe vers la lumière, la retournant entre ses doigts longs et méthodiques. Puis il a dit que l'inclinaison n'était pas bonne. L'écriture de Bernard penchait toujours vers la droite, depuis le poignet cassé à ses 12 ans. Là, a-t-il ajouté en tapotant les lettres, c'est trop régulier, trop parfait. Mon cœur a raté un battement. J'ai failli sourire, l'espace d'une seconde. Me dire que Henri exagérait,
qu'il voyait des complots partout. Mais sa certitude à lui n'avait rien d'une hypothèse. Elle était posée là, froide, absolue, et elle m'a vidée de l'intérieur. 3 ans, j'ai dit. Ma voix s'est brisée sur le chiffre. 3 ans que rien. Si ce n'est pas lui, alors qui ? Henri m'a coupé d'un regard. Pas de mots, pas besoin. Ce regard-là, je l'avais vu éteindre des salles entières de directeurs financiers. On va le savoir, c'est tout. J'ai avalé ma salive. La chaleur est montée dans mes joues sans que je puisse rien faire. L'espoir, c'est traître. Je le sentais se retourner contre moi, me consumer de l'intérieur comme quelque chose de toxique. Et pourtant, je n'arrivais pas à l'éteindre. J'ai demandé tout bas, « Et si tu te trompes ? Et si c'est lui qui essaie de réparer quelque chose ?» Henri a reposé l'enveloppe sur la table avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule une pièce à conviction. Il a dit que si c'était le cas, j'ouvrirais et je saurais enfin. Mais il a ajouté, sans douceur particulière, que je ne devais pas me laisser aveugler par ce que je voulais trouver. J'aurais voulu protester, me cramponner à cette idée fragile que Bernard avait finalement choisi moi plutôt que son orgueil. Sauf que quelque chose dans le papier lui-même me dérangeait depuis le début, et je n'avais pas voulu me l'avouer. Il était trop lisse, trop rigide. Bernard avait toujours griffonné sur des enveloppes achetées en lot à la papeterie, le genre qu'on trouve à l'épicerie du quartier, un peu cornées, un peu froissées. Celle-là semblait sortir d'un catalogue de papeterie haut de gamme, net, impeccable, pas lui. Ma gorge s'est serrée. Mes mains tremblaient d'envie de tout déchirer, d'en finir. Mais la peur me clouait sur place. La peur que ce qu'il y avait à l'intérieur ne soit pas du tout ce que j'avais prié d'y trouver. « Ouvre-le », a dit Henri, sa voix comme un verdict. J'ai glissé un doigt sous le rabat. Le bruit du papier qui se déchire a semblé résonner dans toute la pièce silencieuse. À l'intérieur, une seule feuille. Pas de griffonnage, pas de taches d'encre, rien de personnel. Des mots tapés, alignés, cliniques. J'ai lu à voix haute, et ma voix sonnait creuse même à mes propres oreilles. La lettre parlait d'une situation financière désastreuse, d'une échéance imminente, de tout perdre si je ne virais pas 50 000 € immédiatement. Et en bas, en guise de signature, « Ton père qui t'aime, Bernard ». 50 000 €. Mon père n'avait jamais supplié, jamais. Il aurait préféré disparaître plutôt que tendre la main. Et cette formule finale, « Ton père qui t'aime », après 3 ans de silence total réduit à une demande de virement. C'était la partie la plus cruelle. Pas l'argent. Ce faux amour collé au bas d'une page froide comme une facture. Henri n'a même pas eu besoin de lire. Il avait déjà tout compris. Sa mâchoire s'est crispée. Les yeux froids, mais d'une froideur qui reconnaît quelque chose. C'est une arnaque, il a dit, sans détour. Ce n'est pas lui. Quelqu'un connaît ton histoire, Camille. Quelqu'un s'en sert contre toi. Ces mots ont fait plus mal que la lettre, parce que ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui avait étudié notre silence, qui savait exactement où appuyer. Mes mains tremblaient, mais plus d'espoir cette fois, de rage. J'ai aplati la lettre sur la table et je me suis forcée à relire chaque ligne. Celui qui avait écrit ça n'était pas un inconnu tombé au hasard sur mon adresse. C'était ciblé, trop ciblé. Henri m'a regardée d'une façon qui m'a glacée. La question, c'est pas ce que c'est qui. Et à ce moment-là, quelque chose dans mon ventre m'a soufflé que la réponse était peut-être beaucoup plus proche que je ne voulais l'admettre. Je n'ai pas dormi. La lettre était posée sur ma table basse comme un objet dangereux. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de mon père. La dernière fois qu'on s'était parlé. Dur, lointain. Ce silence entre nous plus blessant que n'importe quelle dispute. Pendant 3 ans, je m'étais convaincue que l'évitement valait mieux que l'affrontement. Cette nuit-là, je me demandais si je n'avais pas juste choisi de ne pas voir. Henri n'est pas parti. Il s'est installé dans le fauteuil en face de moi, son téléphone allumé dans le noir, les pouces qui bougeaient vite, avec cette concentration calme de quelqu'un habitué à agir quand les autres s'effondrent. Vers 2h du matin, il a levé les yeux. J'ai un détective privé qui remonte la piste du numéro de compte. Celui qui a envoyé ça n'a pas été aussi prudent qu'il le croit. J'ai hoché la tête. Mais il y avait quelque chose de plus lourd que la logistique qui pesait sur ma poitrine. Et si c'est vraiment lui, j'ai murmuré. Et si papa en est arrivé là ?
Henri m'a regardé. Une seconde, quelque chose de doux a traversé ses yeux, puis ça s'est refermé. Si c'est lui, on fera face. Mais si ce n'est pas lui, il n'a pas terminé. Il n'avait pas besoin. Au matin, mon appartement ressemblait à ce que j'avais dans la tête. Des tasses à moitié vides, des barquettes de livraison abandonnées, et partout l'écho de tout ce que je n'avais jamais dit à mon père. J'ai pris le téléphone plusieurs fois. Mon pouce s'arrêtait sur son numéro, puis je reposais l'appareil. Si c'est lui qui est derrière tout ça, est-ce qu'il décrocherait seulement ? Et s'il n'y est pour rien, cette question était encore pire. À midi, le détective d'Henri a rappelé. Le compte était relié à un portefeuille en crypto-monnaie qui transitait par plusieurs serveurs, mais une trace avait permis de remonter à une adresse IP. Une adresse qu'on reconnaissait tous les deux sans effort. Isabelle Garnier, l'ex-femme de mon père. Le nom m'a traversé comme quelque chose de froid et de dur. J'ai eu une image immédiate, son parfum entêtant, trop cher, qui prenait toute la place. Sa façon de s'appuyer contre le plan de travail avec son verre de vin, à me regarder comme si j'étais une rivale et non sa belle-fille. Elle m'avait toujours détestée. Elle disait que j'étais égoïste, que j'avais trahi la famille en choisissant ma propre vie. Et là, tout s'assemblait avec une précision qui faisait mal. « Elle sait », j'ai murmuré. « Elle sait qu'on ne se parle plus depuis des années. Elle savait exactement comment me faire croire que c'était lui. » Henri a hoché la tête, la mâchoire serrée. Elle le saigne. Et maintenant, elle s'en prend à toi. Pour la première fois depuis longtemps, ce que j'ai ressenti n'était pas du chagrin, c'était de la colère. Une colère nette, qui éclaire au lieu d'aveugler. Je suis allée chercher un carnet dans la cuisine et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, un plan. Les dettes de jeu d'Isabelle Garnier. Le règlement du divorce déjà dilapidé. La fausse lettre conçue pour me manipuler. J'écrivais et les lignes se brouillaient un peu, mais je continuais. « Camille », a dit Henri doucement, en se penchant vers moi. Sa voix avait quelque chose que je ne lui connaissais pas. Elle a dit que ce n'était pas juste du vol. Ce qu'Isabelle lui faisait, à mon père, c'était un abus financier sur personne vulnérable. C'était illégal. Et c'était cruel. Les mots ont flotté dans la pièce avant de se poser. Mon père n'était pas seulement distant ou têtu, il était vulnérable. Et Isabelle Garnier avait transformé sa solitude en arme. J'ai fermé le carnet. J'ai regardé Henri. Ma voix était plus stable que tout ce que j'avais en moi. J'ai dit qu'on allait se battre. Pas avec le silence. Plus jamais avec ça. Il a souri. Juste un peu. Il a répondu que c'était bien, parce que le jour où ils rentreraient de leur voyage, on serait prêts. C'était la première fois depuis cette enveloppe maudite que je sentais quelque chose basculer. Je n'étais plus la fille qui attendait des excuses. J'étais celle qui tendait le piège. La brasserie sentait le café brûlé et le vieux bois ciré, le genre d'endroit où les secrets passent sans se faire remarquer. Je m'étais installée à une table dans l'angle, les deux mains crispées autour d'un café tiède. Le téléphone jetable était enfoui dans mon sac. Henri se trouvait à quelques mètres, casquette sur la tête, veste ordinaire, le regard qui balayait la salle avec cette précision tranquille que j'avais appris à reconnaître chez lui. Il avait survécu à des batailles bien plus complexes. Sauf que cette fois, la guerre était familiale. À 14h pile, Isabelle Garnier est entrée. Elle était exactement comme dans mon souvenir. Cheveux parfaits, manteau de créateur, un sac qui coûtait sûrement plus cher que mon loyer. Mais ses yeux l'ont trahi. Il y avait quelque chose dedans, une fébrilité, une faim qu'elle essayait de dissimuler derrière son grand sourire de façade. Elle s'est glissée en face de moi et m'a appelée Camille, ma chérie, en disant qu'elle était tellement contente que j'ai appelé. Elle a ajouté que mon père allait si mal qu'il ne voulait pas qu'elle m'en parle, mais qu'il se noyait et qu'il avait besoin de moi. Sa voix était sirupeuse, chargée d'une compassion qui sonnait faux, et chaque mot raclait quelque chose en moi comme du verre sur du béton. Je me suis penchée en avant, coude sur la table. « Arrête la comédie, Isabelle. Je sais que cette lettre ne venait pas de lui. » Son sourire a vacillé, une fraction de seconde, mais je l'ai vu. Une fissure dans le masque. Elle a penché la tête, jouant la confusion. « Camille, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Cette lettre a été falsifiée. » J'ai repris sans lui laisser le temps de finir.
L'analyse de l'écriture, le portefeuille en crypto-monnaie, la trace de tes dettes de jeu, tout ramène à toi. Ses yeux se sont durcis, le vernis s'effritait. Tu crois vraiment pouvoir prouver quoi que ce soit ? Tu n'es qu'une fille gâtée en manque d'attention. Ton père s'est appuyé sur moi parce que tu l'avais abandonné. Ça a piqué, mais je n'ai pas bougé d'un millimètre. Non, tu l'as vidé parce que tu as vu dans sa solitude une occasion à saisir. Tu as volé son argent, tu as joué sur sa fierté, et quand il ne restait plus rien, tu as essayé de t'en prendre à moi. Mais tu as sous-estimé une chose, Isabelle. Et c'est quoi ? Elle a sifflé entre ses dents. Je ne me tais plus. Je l'ai dit assez fort. Les tables voisines ont tourné la tête. Tout le monde dans cette salle va se souvenir de ton visage aujourd'hui. La panique a traversé ses yeux. Elle a voulu se lever, mais avant qu'elle ait pu faire un geste, 2 agents en uniforme ont poussé la porte de la brasserie. Ils ont traversé la salle en quelques secondes et lui ont coupé la route. « Isabelle Garnier », a dit l'un d'eux d'une voix posée mais sans appel. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et abus financiers sur personnes vulnérables. » Le masque a volé en éclats. Elle a repoussé sa chaise si brusquement qu'elle a failli basculer. Mais il n'y avait nulle part où aller. Les menottes ont cliqué pendant que la brasserie entière retenait son souffle. « Tu crois que ça va m'arrêter ?» Elle a craché dans ma direction, la voix chargée de venin. « Ton père m'a choisi. Il m'a toujours choisi. » J'ai senti Henri juste derrière moi, stable, présent. J'ai soutenu le regard d'Isabelle sans ciller. Non, il a été manipulé. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Les talons d'Isabelle ont raclé le carrelage pendant qu'on l'emmenait. La salle a bourdonné de murmures. Des inconnus filmaient. Des regards suivaient la chute d'une femme qui avait bâti sa vie sur du vide. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la justice. Pas la paix, pas encore. Mais quelque chose avait basculé. Le vrai face-à-face, lui, attendait encore derrière la porte de mon père. Quand la voiture de patrouille a démarré, l'adrénaline m'a quitté d'un coup. À la place, une douleur froide et creuse. Henri et moi n'avons pas échangé un mot en sortant. Il n'y avait rien à dire. On avait gagné cette bataille, oui. Mais les années de silence entre mon père et moi, elles, n'avaient pas bougé. Ce soir-là, j'ai pris ma voiture jusqu'à chez lui. L'allée était exactement comme dans mes souvenirs, bordée de rosiers qu'il soignait chaque samedi matin. Ma poitrine s'est serrée en remontant ce chemin que je connaissais par cœur. 3 ans. 3 ans que je n'avais pas posé le pied sur ce perron. 3 ans que je n'avais pas entendu sa voix sans qu'elle porte quelque chose de dur dedans. Ma main tremblait au-dessus de la sonnette. Je ne sonnais pas. Je restais là, figée. La porte s'est ouverte. L'homme en face de moi n'était pas le père dont je gardais le souvenir. Les épaules voûtées, le visage gris, les yeux enfoncés comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Il paraissait plus petit, comme si quelque chose l'avait rongé de l'intérieur, lentement, sans qu'il s'en rende compte. « Camille », il a murmuré, et ma voix s'est brisée juste dans ce mot-là. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ma gorge s'est fermée. J'ai quand même réussi à dire qu'on devait parler. Il s'est raidi. Si c'est pour l'argent, je n'ai pas. Je l'ai coupé, plus sèchement que je ne le voulais. Ce n'est pas pour l'argent. Isabelle a été arrêtée. C'est elle qui a fabriqué cette lettre. Elle te volait depuis des mois. La couleur a quitté son visage d'un seul coup. Il s'est appuyé contre le chambranle. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait tomber. Ses lèvres bougeaient sans produire aucun son. Et puis quelque chose a lâché en lui. Des larmes silencieuses, absolument silencieuses, le genre que je ne lui avais jamais vu. Même pas quand maman était partie. Elle a tout pris, il a réussi à dire. La maison, les économies, l'affaire, tout. Elle me disait qu'elle me comprenait. Elle me disait que toi, tu ne me comprendrais jamais. Je ne sais pas ce qui m'a poussée, l'instinct peut-être. Je l'ai serré dans mes bras. Pendant 3 ans, j'avais été en colère contre lui, pour avoir choisi le silence plutôt que moi. Mais là, je ne voyais qu'un homme brisé qu'on avait trahi. Mes larmes se sont mélangées aux siennes, et j'ai murmuré que j'aurais dû être là, que j'aurais dû essayer davantage. Non, il a dit en reculant, juste assez pour me regarder. Ses yeux étaient rouges, mais plus nets qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. C'est moi qui t'ai repoussé. J'étais tellement obsédée à protéger ce que je croyais important, la tradition, l'héritage, que j'ai failli perdre ce qui comptait vraiment. Toi. Ces mots ont fait plus mal que n'importe quelle dispute, plus mal que le silence de 3 ans.
Pendant si longtemps, j'avais attendu sa fierté, son regard qui dit « Tu as bien fait ». Et c'est dans les décombres de ses propres erreurs qu'il m'a enfin vue. Pas comme une déception, pas comme une trahison, comme sa fille. Nous avons passé des heures dans son salon, à parler de tout ce silence que nous avions porté si longtemps. Il m'a parlé d'Isabelle, comment elle s'était glissée dans sa solitude, comment elle avait comblé le vide que j'avais laissé avec des mots doux et des manipulations habiles. Il a reconnu qu'il avait été trop fier, trop rigide pour admettre qu'il avait tort. Et moi, je lui ai parlé de ma vie, l'entreprise que j'avais construite, les nuits où je fixais mon téléphone en espérant qu'il appelle, la colère, le manque, le vide. Chaque mot qu'on s'échangeait, c'était comme retirer une pierre du mur entre nous. À l'aube, le mur n'existait plus. Les semaines qui ont suivi ont changé les choses, lentement, douloureusement, mais vraiment. Mon père a commencé à se reconstruire, pas l'entreprise, pas cette ancienne vie à laquelle il s'était cramponné, mais lui-même. Avec l'aide d'Henri et la mienne, il a commencé à affronter ce qu'Isabelle avait laissé derrière elle. Les procédures judiciaires, la reconstruction financière, les séances avec un thérapeute. Ce n'était pas simple, mais pour la première fois, il n'essayait plus de tout porter seul. Un matin, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé un carnet relié cuir. À l'intérieur, une lettre écrite de sa main. Son écriture imparfaite, penchée vers la droite à cause de cette vieille blessure au poignet. « Ma chère Camille », commençait-il, « je ne peux pas effacer le silence de ces 3 dernières années. Mais je peux te dire ceci, j'avais tort. Tu n'es pas ma déception, tu es mon héritage. Pas l'entreprise, pas la tradition, toi. Ta force, ton courage, ton cœur. C'est de ça que je suis fière. » Les mots se sont brouillés, les larmes sont venues sans prévenir. Pour la première fois depuis des années, le silence avait disparu, non pas brisé par des mensonges ou des arnaques, mais par la vérité. J'ai refermé le carnet et je l'ai serré contre ma poitrine. Les cicatrices de ces années-là resteraient toujours, mais elles ne me définissaient plus. Elles ne nous définissaient plus. Et ce soir-là, quand mon téléphone a vibré avec son message « Dîner demain, c'est moi qui invite », j'ai compris quelque chose. Parfois, il faut une trahison pour révéler l'amour. Parfois, il faut un piège pour faire surgir la vérité. Nous n'étions plus seulement père et fille. Nous étions 2 survivants qui avaient enfin retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Aujourd'hui, avec le recul, je vois les choses autrement. Cette lettre qui a failli tout détruire, c'est elle aussi qui nous a sauvés. Elle a brisé le silence, arraché la vérité à la lumière, forcé 2 êtres à regarder en face ce qu'ils fuyaient depuis trop longtemps. Mon père a perdu son argent, sa fierté et presque sa fille. Mais en perdant tout ça, il a enfin trouvé le courage de ne pas me lâcher. Si toi aussi tu as déjà eu l'impression d'être abandonné, utilisé, trahi par ceux qui étaient censés te protéger, sache que tu n'es pas seul. La famille ne rime pas toujours avec loyauté, mais la vérité, l'amour, la justice, eux, ils durent plus longtemps que n'importe quelle trahison. Si cette histoire t'a touché quelque part, si tu t'es reconnu dans un seul moment de ce récit, dis-le-moi en commentaire. Partage ce que tu as vécu ou juste ce que tu as ressenti. Et abonne-toi, parce que parfois les histoires qu'on survit sont exactement celles qui méritent d'être racontées.